Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Nous allons voir aujourd'hui les techniques de closing. Il y a plus de 800 inscrits ce matin à la webconférence, donc ça montre surtout que le closing est un gros point de douleur lorsqu'on cherche à structurer son action commerciale ou son équipe commerciale. C'est un sujet qui est très dense, c'est pour ça que je voulais en faire vraiment une webconférence à part. Et on va voir qu'en 30 minutes, ça va être relativement court. Donc on va essayer d'aller assez vite et je vais basculer entre les slides pour que ce soit plus simple que de toujours voir ma tête. Voilà. La suite, voilà, je bascule. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Voiré, donc je suis cofondateur d'Ecosystem. Cette conférence fait suite à une série de webconférences, on va le voir rapidement, mais qui fait suite surtout à un livre qui est sorti en début d'année, que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et qui consistait à, le livre s'appelle Les nouvelles machines de guerre commerciale, et ça consistait à étudier 500-600 entreprises, essayer de comprendre quelles étaient les recettes qu'elles avaient pu appliquer pour faire autant de croissance. Toutes ces sociétés qui font beaucoup de croissance, comment elles ont appliqué des recettes particulières dans leur action commerciale et évidemment dans leur closing. Voilà. Donc c'est assez logique. Je rappelle juste, Ecosystem, donc je suis le cofondateur, c'est une société, une solution de prospection. Nous ne faisons pas de formation, nous ne faisons pas de conseils, on fait des webconférences pour aider les entreprises à structurer leur équipe commerciale. Mais ce que nous vendons, c'est du logiciel. Voilà. Mais je vous en parlerai, enfin pas vraiment dans cette conférence, très rapidement, au moment de la collecte d'informations. Voilà. Les 5 épisodes que nous avons fait précédemment, je veux juste les rappeler rapidement pour comprendre la logique. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez les trouver, il n'y a même pas à s'enregistrer, c'est totalement libre d'accès. Chaque conférence fait une trentaine de minutes, et donc on va essayer de coller au format des 30 minutes aujourd'hui. Le premier était sur que pouvons-nous attendre de notre marketing, l'alignement entre le marketing et la vente. Le second épisode était sur les nouvelles stratégies de prospection, comment on a vu tout un ensemble de sociétés qui faisaient beaucoup de croissance et comment elles arrivaient à pirater leur cycle de vente en faisant rentrer des prospects beaucoup plus chauds dans leur cycle de vente. Le troisième volet était sur le social selling. Le quatrième volet était sur la qualification des prospects, comment on choisit sur quel prospect on doit investir son énergie. Le cinquième volet était vraiment sur le travail du deal, le travail de l'opportunité, comment on doit structurer tout ça. Et la logique veut qu'effectivement, le sixième épisode, c'est celui-là, on va travailler sur l'accélération du closing. Voilà, une statistique rapidement, c'est une statistique qui nous est donnée par CSO Insight, qui est une statistique monde et multisectorielle, qui mesure qu'en moyenne, les sociétés, le taux de conversion entre l'opportunité, je crée une opportunité et je commence à travailler un deal jusqu'au closing, est de 44%. On va voir que c'est très très différent selon les secteurs. Les secteurs hyper concurrentiels, on va tomber à 15-20%. On a des secteurs où on va être tout seul et où ça va être beaucoup plus simple. Et puis il y a surtout les sociétés qui ne mesurent qu'à partir du moment où on fait la propale est sortie. Si la propale est sortie, le taux de closing, je vous confirme, il sera beaucoup plus élevé. Donc en moyenne, on est à 44%. Et ce que nous montre CSO Insight, c'est que sur les sociétés qui performent le mieux, qui font les plus belles croissances et qui sont les plus efficaces, on monte à 57%. Et principalement, ce que nous remonte CSO Insight, c'est qu'effectivement, l'équipe commerciale est beaucoup plus structurée et qu'il y a des outils de Sales Intelligence notamment, qui permettent d'avoir suffisamment d'informations sur le compte et sur le prospect pour avoir un taux de closing qui est supérieur largement, puisqu'on a 33% de gains supplémentaires. Voilà. Et donc, on va essayer de voir ça de manière assez simple. Okay, ce qu'on va voir, première chose, c'est que toutes les techniques de closing vont échouer si les étapes du deal n'ont pas été respectées. Voilà. Donc, la technique de closing en tant que telle, qu'on va voir un peu vers la fin, ne peut pas bien fonctionner seule. Voilà. On a besoin d'un bon travail du deal, donc on va quand même reprendre ça rapidement, et notamment sur la psychologie de l'acheteur. Ensuite, on va voir les informations qu'on doit collecter pour pouvoir faire un bon closing. On va voir ce moment aussi, le troisième petit volet, ça va être très rapide, mais c'est comment on va maintenir l'excitation dans ces moments d'absence, vous savez, ces moments où vous ne pouvez plus parler avec votre prospect. Il y a des moments d'attente, et donc comment on va faire pour maintenir son excitation. Et puis ensuite, on va voir effectivement les techniques en tant que telles. Je vous ai préparé 6 techniques qui permettent d'accélérer une signature, et notamment en faisant prendre conscience au prospect, lui donner le sentiment d'urgence. Voilà. D'abord, on va parler du besoin.
Le besoin est le moteur de la décision. Sans besoin, il n'y a pas de vente. C'est le moteur de la vente et donc c'est évidemment le moteur du closing. Le moteur de la décision, comme on va le voir dans le besoin, il y a plusieurs variables, il y a le souhait, le besoin, et puis on a des facteurs, des moteurs qui sont beaucoup plus puissants que ça, qui sont les points de douleur, et c'est ça qu'on va aller chercher, notamment quand on va travailler un deal, d'essayer de comprendre quel est le point de douleur du prospect, et puis bien sûr ses peurs. Quand on a effectivement une relation et qu'on est particulièrement doué, et qu'on arrive effectivement à lui faire verbaliser des peurs. Voilà. Et la peur est évidemment un moteur beaucoup plus puissant de la décision que la douleur, qui est plus puissant que le besoin, qui est plus puissant que le souhait. Voilà, bon, c'est très simple. Okay. Donc, ce que nous apprennent les neurosciences, les sciences cognitives, etc., c'est que toute décision est émotionnelle. Voilà. Toute décision est émotionnelle et le raisonnement peut valider la décision ou pas. Okay. Ça, c'est assez important parce que ça veut dire que ce qu'on va voir, c'est que le jeu, c'est que la peur actuelle, mon point de douleur actuel en tant que prospect, doit être supérieur à la peur de mon changement. Hein. Tout acte d'achat est anxiogène parce qu'il implique du changement. Voilà. Et donc, on doit avoir un sentiment d'urgence et un sentiment de peur qui va être beaucoup plus fort que la peur du changement. Et pour illustrer ça, je vous ai pris deux exemples quels sont sur les raisons de nos grandes décisions dans la vie. J'en ai pris deux, mais on aurait pu en prendre beaucoup plus. La première, c'est parce que c'était un moment fort dans ma vie, c'est le saut à l'élastique. Et le deuxième, c'est une opération chirurgicale. Qu'est-ce qui est de commun dans ces grandes décisions? C'est que ce sont deux événements dans nos vies où, quand on arrive le moment venu, on panique. On est envahi d'une peur absolue. Voilà. Dans le saut à l'élastique, si un jour, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est un bel exercice. Peut-être que vous repenserez à ma conférence sur le closing. Quand on arrive et qu'on est face au vide, on a une peur panique. Voilà. Et pourtant, on saute. Alors, pourquoi les gens sautent? Ça, c'est intéressant. C'est comprendre quel est le type de peur qui arrive à nous faire avancer, quel est le type de pression qui arrive à nous faire sauter, alors que tout notre corps nous dit qu'il ne faut pas sauter dans le vide. D'abord, la pression sociale. On est arrivé avec des amis et il est difficilement acceptable socialement qu'une fois qu'on est installé, qu'on nous a harnachés, etc., on dise non, je préfère ne pas sauter et faire demi-tour. C'est difficilement acceptable. Et puis, il y a un principe qui est hyper fort et qu'on va utiliser beaucoup au-delà du principe de la pression sociale. Hein. L'autre principe qui est très très fort, c'est le principe de cohérence. C'est-à-dire que j'ai fait toute la route, je me suis inscrit, j'ai payé, j'ai pris ma voiture, j'y suis allé avec mes amis, je suis monté sur la montagne, je suis monté sur le téléphérique ou sur le pont, on m'a harnaché, etc. Il y a un principe de cohérence qui font que parce que j'ai pris tous ces petits engagements, alors je vais devoir prendre le dernier engagement. Si on fait le parallèle avec l'opération chirurgicale, au-delà du fait qu'on va faire une opération chirurgicale parfois parce qu'on a une douleur physique, mais sinon, on va avoir à peu près les mêmes moteurs, c'est-à-dire la pression sociale. Si votre famille sait que vous devez aller vous faire opérer et que vous revenez à midi et vous dites non, en fait, pour finir, je suis sorti de l'hôpital parce que je ne veux pas me faire opérer, socialement, c'est inacceptable. Et puis, vous avez aussi ce moteur de la cohérence. Vous avez pris rendez-vous chez le médecin, vous y êtes allé, vous avez vu un spécialiste, etc. Vous avez pris un rendez-vous à l'hôpital, vous avez vu l'anesthésiste et vous ne pouvez plus reculer. Donc la pression sociale et la cohérence, on va voir que ce sont des moteurs très importants qu'on va pouvoir utiliser dans certaines techniques de closing. Si vous regardez les grandes décisions type arrêter de fumer ou démissionner de son poste, en fait, reposent exactement sur les mêmes moteurs. Okay ? Si toute décision est émotionnelle, alors notre technique de closing, on va devoir chercher le déclencheur émotionnel. Mais on va aussi avoir besoin de cette validation consciente de la décision et donc du bon travail de deal. Pourquoi ? Parce que si vous vendiez un extincteur à un homme qui est pris au milieu des flammes, vous n'auriez pas besoin de sa validation consciente, la validation consciente de sa décision. C'est évident, il y a un moteur émotionnel qui est extrêmement fort, il y a une peur, vous vendez un extincteur à quelqu'un qui est au milieu des flammes, il va vous l'acheter, il ne va pas se poser la question. Le problème, c'est quand on vend du B2B, quand on vend du soft, quand on vend du service, quand on vend n'importe quoi, votre déclencheur émotionnel, on va voir, il n'a pas cette puissance-là. Et donc, on a besoin d'avoir la validation. Et donc, c'est absolument nécessaire de bien travailler son deal. Je vais faire juste un slide sur cette partie-là parce qu'on en a parlé 30 minutes il y a 3 semaines sur comment on travaille bien son deal et notamment comment on va respecter les étapes
du cerveau de l'acheteur. Sa prise de décision, elle se fait par étapes. Elle se fait d'abord avec la perception du besoin, ensuite la perception de la solution qui correspond au besoin, et ensuite la gestion du risque. Les 5 étapes avant le closing: 1. La verbalisation du besoin. Donc j'insiste, c'est vraiment, il doit vous dire et il doit répéter quel est son besoin et être précis. Ensuite, la proposition de valeur unique. La verbalisation que la solution répond aux besoins, la valeur de la solution pour son besoin, l'acceptation du prix, la verbalisation des éléments de risque, verbaliser toujours les éléments de risque. On va voir que c'est souvent quelque chose que les commerciaux font pas, ils se disent s'ils ne m'en parlent pas tant mieux, alors qu'en réalité il faut vraiment aller chercher cette information et lui permettre de valider les points du risque. Dans ce type de travail de deal, on va travailler vraiment par next step et on va voir que le closing n'est qu'un next step de plus. C'est juste le dernier next step. Évidemment, c'est souvent le plus difficile puisque c'est celui où il y a un engagement. Voilà. Et ce qui est important dans ces dernières phases, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est surtout quand on gère un deal, de toujours penser non pas à ce qui fait que ça va marcher. Je le sens bien, c'est atroce pour un manager commercial. C'est de toujours penser à ce qui va faire échouer le deal. Il vaut mieux se focaliser toujours sur quels sont les 2 ou 3 points qui peuvent faire échouer mon deal et de les travailler, parce qu'ils sont souvent dans cette dernière phase. Souvent le besoin il a été bien qualifié, la solution il a verbalisé, elle répond bien aux besoins, et les éléments de risque, je les ai mal évalués, je n'en ai pas parlé avec lui, et je ne l'ai pas fait verbaliser, et je ne les ai pas traités. Et c'est ça qui va souvent faire échouer le deal, et donc c'est très important toujours de se focaliser en fin de process sur ce qui va faire échouer le deal. On va parler de l'information. L'information est l'or noir du closing. Vous vous souvenez, on a parlé du BANT, budget, autorité, besoin, délai, les 4 critères qu'on doit toujours qualifier dans un deal. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est le T, le time, le délai. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'on va travailler pour créer le sentiment d'urgence. Donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est qu'effectivement, le plus important, c'est de bien suivre toutes les étapes du process, trouver le point de douleur, obtenir le fit de la solution. Mon offre permet de bien répondre à la douleur, bien évidemment parler aux décideurs, avoir bloqué les nuisibles, tout ça, je ne vous en parle pas ici, c'était dans la conférence précédente. Mais surtout, il va falloir avoir l'information. Si vous n'avez pas d'information, en général, il y a peu de techniques qui vont pouvoir fonctionner. Quel type d'informations je dois collecter? D'abord, qui sont les concurrents? Ça a l'air tout bête, mais déjà, il faut se poser la question, est-ce que dans votre deal, vous vous battez contre des concurrents? Par exemple, vous êtes en appel d'offres ou autre. Ou est-ce que vous vous battez contre l'indécision? Tout ce taux énorme qui s'appelle le no decision, où les gens ne prennent pas de décision. Parce qu'on va voir que les techniques de closing que vous allez utiliser sont complètement différentes si vous vous battez contre l'indécision ou que vous vous battez contre les concurrents. Ensuite, il y a toutes les personnes qui prennent part à la décision, et tout le jeu, c'est effectivement de pouvoir neutraliser les gens qui sont nuisibles et d'avoir un décideur qui est positif pour le deal. Et puis ensuite, les pressions extérieures. On va chercher à créer le sentiment d'urgence, donc autant savoir quelles sont les pressions extérieures auxquelles le décideur va être confronté. Donc, c'est quoi ces pressions extérieures? C'est des pressions sur le décideur en tout cas. Soit les pressions sont externes, c'est les marchés financiers, il y a une campagne de presse, il y a un nouveau concurrent qui est arrivé sur le marché, voilà. Soit c'est des pressions internes dans l'entreprise, sur les résultats financiers, sur l'arrivée d'un nouveau PDG par exemple, on a décidé qu'on faisait une nouvelle stratégie interne, il y a une acquisition, il y a un LBO, je ne sais pas, etc. Cette information-là, il est conseillé de la collecter en off, c'est-à-dire avec des outils de renseignement commercial, des outils commerciaux qui vont vous amener cette information et vous dire qui sont les concurrents sur le deal que vous êtes en train de travailler, qui sont les décideurs, quel est le plan de compte et quelles sont toutes les pressions extérieures sur lesquelles vous pourrez faire levier. Alors, Ecosystem est une solution qui répond à ça et j'arrêterai ici de parler d'Ecosystem. En tout cas, c'est de l'information off. Et l'information off est souvent plus fiable que l'information on. On va voir l'information on qui est ce que je vais collecter par téléphone. Par téléphone et par rendez-vous. Le premier, c'est le besoin, la douleur.
quel est le processus d'achat, comment ça se passe la dernière fois que vous aviez acheté une prestation, quels étaient les délais qui avaient signé, etc. Et puis, quel est votre agenda personnel, quel est l'agenda du projet et des autres projets que vous pourrez avoir ensemble. Et on verra, c'est une des techniques qui s'appelle la technique du rétro-planning et qui utilisera ça. On comprend bien quand on regarde ces types d'informations qu'effectivement l'information off, si c'est à l'acheteur de vous le donner, alors elle sera complètement déformée ou vous ne l'aurez pas. Voilà. Est-ce qu'il va vous dire qui sont les concurrents? Est-ce qu'il va vous dire qui est nuisible et qui est opposé au deal? Est-ce qu'il va vous dire à quelle pression extérieure il est confronté? Vous comprenez bien que elle est beaucoup plus fiable cette information si vous la collectez par vous-même via une solution, par exemple, d'intelligence économique. Et les informations on, hein, ça c'est comme toujours, c'est que pour les avoir, il faut oser. Parce que le principal ennemi dans le closing, c'est la peur. La peur de demander. Alors la peur de demander d'où vient le budget, de qui a le pouvoir de signer, de demander les délais de signature, voilà. La peur de rappeler, de harceler, d'apparaître comme quelqu'un de pénible, que l'acheteur dise non pour se débarrasser de vous, par exemple. Tout ça, c'est une peur qui est beaucoup plus profonde. Hein. C'est la peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Et donc, beaucoup de commerciaux n'osent pas rappeler. Ou se disent « Oh, ça fait 3 jours, je l'ai appelé hier, je vais attendre encore 4 ou 5 jours. » Pourquoi 4 ou 5 jours? Parce que c'est la peur qui nous guide. Et puis, la dernière peur, c'est la peur de parler des éléments, j'en parlais tout à l'heure, de parler des éléments de risque. Le prix, le risque, l'adoption, le changement, tout ça, ou la réussite du projet, ou le risque personnel du décideur. Voilà. Et il faut aborder ce risque d'achat pour le traiter. Voilà. Et ça va vraiment maximiser la réussite du deal. On va faire un deuxième parallèle sur, avant d'arriver dans les techniques de closing, je sais que vous les attendez, on va essayer de maintenir l'excitation de l'acheteur. Il y a toujours des temps d'attente dans un deal et c'est crucial de pouvoir maintenir l'excitation et éveiller les moteurs de l'acheteur. Parce que dans un deal, on a un cycle de deal, je ne vais pas vous le refaire tout simplement, hein, dans le temps du meeting, voilà, on a la verbalisation du problème, présentation de la solution et on arrive à l'excitation. Il est convaincu, il le veut et chaque jour qui passe va nous éloigner de la signature. Il y a une baisse de l'excitation de chaque jour qui passe. Et donc, si ça nous éloigne de la signature, ça veut dire qu'il va falloir rester toujours top of mind. Toujours, excusez-moi, c'est l'expression américaine, mais toujours rester dans la tête du prospect, en tête de ses priorités et ce à quoi il pense tous les jours. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais faire assez rapide. On va lui envoyer de l'information, tout simplement, ça c'est facile, c'est par email. Il faut quand même qu'on ait quelque chose à dire, sinon c'est atroce. Donc on va utiliser l'actualité de la société, l'actualité sur la problématique, autour de son besoin, etc. On va utiliser tous les contenus que le marketing peut mettre à notre disposition, des e-books, des success stories, etc. pour relancer la conversation, toujours rester, maintenir l'excitation sur le projet. Si on ne peut plus lui parler pour X ou Y raison, eh bien, ça tombe bien, dans la plupart des cas, on a une vente avec plusieurs interlocuteurs, et donc on va appeler les influenceurs, savoir un peu ce qui se passe. On va voir que ça fait aussi appel à une technique de closing qu'on va voir, qui est la technique de la power map. Je vous en dis un peu, je vous fais du teasing là. Et puis, il y a quelque chose qui est très fort aussi, c'est simplement, si vous n'avez rien à lui dire de particulier, essayez de voir sur quoi vous pourriez l'aider. Quel acte gratuit pourriez-vous faire pour lui? Et on va voir que ça fait appel à un moteur extrêmement fort dans la prise de décision, qui est la réciprocité. Voilà. Nous y arrivons, les techniques de closing. Donc, on a bien traité notre process, on a bien traité le besoin, on a bien traité la solution, on a bien traité le risque, et pourtant, ça glisse. Voilà. Et donc, on a tout un ensemble d'informations qu'on a pu collecter sur notre prospect, sur le compte. On a maintenu l'excitation telle qu'il fallait le faire, et maintenant, il y a un moment où il faut de la technique pour qu'il ait le sentiment d'urgence et qu'on puisse effectivement décrocher cette signature. Notre seul objectif, ici, dans les 6 techniques que je vais vous présenter, c'est: est-ce que je peux avoir la signature avant vendredi soir? Voilà, ça c'est toujours notre objectif. Dans les techniques de closing, il y a les techniques de manipulation et les techniques de persuasion. Quelle est la différence entre les deux? Elle est très simple. Dans la manipulation, il y a du mensonge. Je vais lui faire croire que pour atteindre mes objectifs. Alors que la persuasion, c'est d'utiliser que des éléments véritables, voilà,
pour mettre en exergue ce qui va lui permettre de le pousser à... Enfin, de toute façon, c'est à lui de sentir le sentiment d'urgence, d'avoir le sentiment d'urgence, et la persuasion consiste à ne pas mentir, mais simplement réorganiser les idées pour mettre en place les idées fortes qui vont vous amener à la signature. C'est très important. Hein, dans notre équipe, en tout cas, nous, on a banni les techniques de manipulation, et aussi pour une question d'éthique, mais pas simplement, c'est pas forcément les plus efficaces. Puis alors, si vous faites de la manipulation et que vous êtes découvert dans votre manipulation, c'est vraiment un effet boomerang terrible. Et dans cette webconférence, je voulais vraiment plutôt travailler sur les techniques de persuasion, qui sont pour le moins aussi efficaces, sinon plus, que les techniques de manipulation. Voilà. Le premier, on va commencer par le plus basique, tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise, c'est le discount contre signature. La phrase clé, pour une signature vendredi, ma direction peut accepter un discount exceptionnel. C'est la plus utilisée comme technique, pour être clair, mais ce n'est pas forcément la plus efficace. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle est très utilisée, déjà, et donc l'habitude fait perdre sa force à la technique. Même si le doute peut fonctionner, l'acheteur, enfin, si on me fait une technique comme celle-ci, vous savez ce que je pense en tant qu'acheteur, je vais me dire, ok, s'il peut me faire 15% pour une signature vendredi, ça veut dire que c'est sa marge de négo, et ça veut dire que je pourrais les avoir après, ces 15%. Voilà. Donc, c'est pas forcément ça qui fait que ça va fonctionner. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que, donc ça c'est l'effet d'aubaine, et l'effet d'aubaine n'est pas ce qui est le plus important. Le montant du discount, étonnamment, n'est pas forcément important. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a eu un grand vendeur de pneus aux États-Unis qui avait fait une grande campagne de couponing. Il avait distribué des coupons partout dans le pays, sauf qu'en fait, sur plus de la moitié des coupons, il y avait une erreur d'impression et qu'il n'y avait pas le montant du discount. Et ceux qui se sont aperçus, c'est que même s'il n'y avait pas le montant des prix de remise, la campagne avait aussi bien réussi que les autres sur lesquels il y avait le discount qui était imprimé. Donc on voit que ce qui marche ici, c'est pas tellement cet effet d'aubaine. Ce qui va fonctionner, c'est l'effet de réciprocité. Voilà. L'effet de réciprocité, c'est il est prêt à faire quelque chose pour moi. Donc en échange, je dois faire quelque chose pour lui. On va aller un peu plus loin là-dedans parce qu'il est très très intéressant cet effet de réciprocité. Deuxième technique, encore une fois, on parle par le plus basique. Et quand vous vendez du service et des hommes, c'est vraiment une technique de closing qui est très utilisée. C'est l'effet rareté. Mon service est précieux ou mon produit est précieux. Et la phrase clé, c'est « j'ai peur que ma ressource ne soit plus disponible si on ne signe pas vendredi ». Vous n'êtes pas obligé de mentir et d'expliquer que quelqu'un la veut. Vous avez simplement à insinuer le fait que cette ressource ne sera pas disponible ad vitam aeternam, ce qui est d'ailleurs généralement très vrai. Okay, ça fonctionne très bien, c'est l'effet de rareté. Voilà. C'est très connu dans les sciences cognitives. L'effet de rareté fait que on va se jeter sur l'occasion parce qu'on a peur de manquer. Voilà. La troisième, elle est un peu plus complexe. Moi, je la trouve très, très intéressante. Et pour l'avoir vue en live dans les entreprises, elle est très efficace. C'est la technique du rétro-planning. Ça consiste à bien connaître quel est l'agenda de l'acheteur. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'agenda du projet déjà, jusqu'à la signature et ensuite l'implémentation, post-signature pour que le projet réussisse, et de connaître aussi les délais administratifs. Donc il y a besoin de collecter de l'information, ça on l'a vu en amont. Et la technique du rétro-planning consiste effectivement à remettre tous les éléments qu'on peut avoir qui sont liés à l'agenda de l'acheteur et de les remettre sur une ligne, sur une grille, voilà, sur une échelle de temps, et de lui dire, si vous voulez finir le projet en novembre, ça veut dire que, c'est un exemple, la formation doit avoir lieu début septembre, l'approbation du COMEX doit avoir lieu en août, donc il faut signer vendredi dernier délai. En fait, ce n'est pas un moyen de pression, vous réétalez tout ça sur une feuille de temps pour lui faire comprendre que, effectivement, quand on regarde le rétro-planning, il y a un niveau de risque du fait de ne pas signer vendredi. Et si vous savez effectivement quels autres projets il doit enchaîner derrière, les projets s'enchaînent souvent des uns après les autres, même si le prochain projet n'est pas avec vous d'ailleurs, vous pourrez lui dire, sinon notre projet va être 2015 et votre projet suivant va peut-être tomber à l'eau. Donc là, vous insinuez qu'effectivement, il peut y avoir un échec, il peut y avoir vous instituez le sentiment d'urgence. Et puis c'est qui est complètement véritable, encore une fois. Voilà. Quatrième technique, la technique de la seringue. Voilà. La technique de la seringue, elle repose sur
le principe de cohérence, ce qu'on a vu tout à l'heure pour le saut élastique, l'opération chirurgicale, etc. C'est très efficace si justement vous vendez en next step. On vend toujours la prochaine étape. On n'est pas tout le temps en train de closer, on vend toujours la prochaine étape. Et donc vous allez reverbaliser ce qu'on a vu tout à l'heure, le besoin, le fait que la solution corresponde bien au besoin, le risque. Vous allez reverbaliser tout ça et normalement, si vous avez bien travaillé, il va dire oui, 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 oui. Okay, et ensuite, la question c'est, mais qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir signer d'ici vendredi? Si vous avez eu 3 oui, vous avez 80% de chance d'avoir un oui derrière. S'il y a une objection, n'oubliez pas quand même à chaque fois de lui poser cette question toute simple qui est: je comprends votre point, est-ce que c'est vraiment bloquant pour la signature? Parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Et puis si vraiment c'est juste gêné aux entournures, vous pouvez lui proposer encore une étape intermédiaire qui est: est-ce que je peux vous faire appeler par un de mes clients actuels qui vendra en général 100 fois mieux que vous de toute façon. Ok. La technique suivante, elle est utilisée aussi pas mal, c'est la technique de l'empathie. La technique de l'empathie, l'idée c'est de changer de place en fait, c'est qu'ils se mettent à votre place. Et ça demande souvent d'avoir construit une belle relation, et puis il faut quand même être sincère quand on fait cette démarche. La question c'est de le renvoyer à vous-même et de lui dire: je vois bien qu'il y a des difficultés, que ça traîne, que ça glisse, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est mon offre? Dites-moi sincèrement, parce que ce manque d'action me pousse à me remettre en cause. Voilà. La technique de l'empathie peut fonctionner très très bien. La variante étant, par exemple, c'est toujours pareil, si vous montrez aussi ce que vous avez fait pour lui, par exemple, vous pouvez lui dire: j'ai bien bloqué les ressources pour que tout soit lancé à date, en revanche, il me faut vraiment votre signature d'ici vendredi, sinon vous me mettez dans une position délicate. C'est vrai qu'une signature qui glisse, en général, met le commercial dans une position délicate vis-à-vis de sa direction. C'est vrai, donc autant le dire. Pourquoi ne pas le dire? Voilà. Et puis franchement, pourquoi ne pas oser dire: j'ai vraiment besoin de ce deal d'ici vendredi? Voilà. Tout simplement, si c'est vrai, il ne faut pas hésiter à le dire. Okay. La technique de la Power Map, voilà, dernière vraie technique. Ce qui compte, c'est de voir, bon, on a un décideur, on a des influenceurs, okay, on a des champions, on a tout un ensemble de gens dans le deal. Aujourd'hui, il n'y a quand même plus beaucoup de deals qui se font avec une seule personne. Et l'idée, c'est de dire: ok, je vais appeler les influenceurs, ceux qui sont positifs, pour leur demander de mettre la pression sur l'acheteur, sur le décideur. En fait, la conversation est très simple. Je vous appelle pour savoir s'il y a encore pour vous, par rapport à ce projet, des objections ou des blocages. Oui, non. A priori, si vous avez bien traité, normalement, ils vont vous dire: non, je ne vois pas particulièrement de blocage. Et de lui poser la question: mais pourquoi pensez-vous que le deal ne se signe pas? Voilà. Dans la plupart des cas, le fait d'interroger simplement un décideur, un influenceur qui est positif, sur ce qui n'irait pas, va le pousser de lui-même à appeler le décideur. Et évidemment, une pression interne sur le décideur aura 100 fois plus de poids que votre propre pression. Voilà. Ça, c'est vraiment le syndrome de la pression sociale qui fonctionne très très bien. Sinon, s'il ne vous propose pas par lui-même d'appeler le décideur, hein, je ne comprends pas, pensez-vous que vous pourriez voir avec lui ce qui bloque? Il faut poser la question tout simplement. Ne jamais avoir peur. Encore une fois, c'est la peur qui fait planter la plupart des closings. Okay. Je voulais parler rapidement des effets démultiplicateurs du closing, des petites choses qu'on peut utiliser. Et notamment, je voulais revenir sur l'effet de réciprocité, puis je suis passé très rapidement. Aucun de nous n'est habitué aux actes gratuits. D'accord. Vous avez peut-être eu ça, vous vous promenez dans la rue. Moi, j'ai eu dernièrement, j'étais à Aix-en-Provence, j'avais mon fils sur les épaules, et puis il y a quelqu'un, je sais pas, c'était SDF ou pas, qui est arrivé avec un grand sourire et qui a donné un petit jouet à mon fils. Voilà. Et quand je lui ai dit non, mais il en a pas besoin, il m'a dit: non, mais c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est tout, vous le prenez, c'est un cadeau. Eh bien, vous verrez, si ça vous arrive, dans 100% des cas, nous ne sommes pas habitués aux actes gratuits, et donc nous demandons ce que nous pouvons donner. Voilà. Et moi, en l'occurrence, clairement, je me suis fait avoir et je lui ai dit: est-ce que je peux vous donner quelque chose quand même? Parce qu'il lui avait donné un cadeau. Si vous faites des actes gratuits, n'hésitez pas, faites des actes gratuits pour vos clients. Vous verrez qu'ils demanderont à pouvoir vous rétribuer. Et quelle est la faveur que vous allez lui demander? Une signature avant vendredi.
Voilà. Le deuxième point, c'est la petite faveur avant la grande faveur. Ça, c'est aussi, hein, c'est très simple, mais on fonctionne tous comme ça. C'est que si vous voulez une signature vendredi, demandez-lui une toute petite faveur avant. Et vous verrez que votre taux d'acceptation de la vraie faveur, qui est la signature de vendredi, sera vraiment, votre taux de conversion sera beaucoup plus fort. Par exemple, vous lui demandez lundi, est-ce qu'il peut vous faire un email qui l'engage pas, c'est pour notre direction, où il dit simplement qu'il est intéressé, qu'il avance dans le deal. Voilà. Ou une autre faveur, quelque chose de très très simple. Voilà. À partir du moment où il a fait une petite faveur, vous verrez qu'il sera beaucoup mieux disposé pour faire répondre à la vraie sollicitation qui est la signature vendredi. Voilà. On va toujours le faire dans ce sens-là. Et puis, les multiples acceptations. Quand on vend en Next Step, ce qu'on va chercher, c'est une multitude de oui. Donc, on va essayer de faire verbaliser l'acceptation de micro-morceaux de la vente. Okay, c'est quand on analyse les besoins, est-ce que ça a du sens pour, est-ce que c'est vraiment ça, voilà. Quand on va présenter la solution, même dans la présentation de la solution, peut-être 3-4 fois lui dire, est-ce que ça a du sens pour vous, voilà. Une multitude de oui va permettre effectivement que les choses soient bien ancrées dans son esprit, hein, ce sera beaucoup plus fort, vous aurez beaucoup plus de poids, et ensuite, quand vous reprenez toutes ces acceptations, vous pouvez finir avec la dernière acceptation qui est une signature pour vendredi, est-ce que ça vous semble raisonnable? Voilà, typiquement. Ça, c'est des moteurs qui peuvent très très bien fonctionner. On est à 30 minutes, donc rapidement, hein, les techniques qu'on a pu voir, le discount contre signature, la technique de la rareté, la technique du rétro-planning, je ne vais pas tous les faire, de la seringue, l'empathie. Vous pouvez télécharger les slides. Hein. De toute façon, je vais vous envoyer vous avez à côté un lien vers le SlideShare pour pouvoir télécharger les slides si vous voulez le réutiliser. Okay. Une synthèse très rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, le closing, c'est avant tout un process qui colle au cerveau de l'acheteur. Bien respecter les étapes. Toujours respecter les étapes, c'est très important. C'est pas faire un process qui vous arrange à titre personnellement, mais qui colle vraiment à la façon d'acheter de votre acheteur. Toujours bien vendre la next step, toujours bien traiter le risque. Ensuite, on a vu l'information, avoir l'information on/off et tout ce qui peut vous servir pour faire levier sur la partie délai. Okay, bien dominer sa peur et, j'insiste encore, envisager toujours le pire. Voilà, ça permettra vraiment de maximiser la réussite du deal. Maintenir l'excitation, ok, on a vu, et préparer 2-3 techniques à utiliser si nécessaire. Voilà. Et puis, si, encore une fois, vous êtes commercial ou vous avez une équipe commerciale, n'hésitez pas même à mettre, maintenant on fait comme ça, on met des cases à cocher dans le CRM parce que c'est un peu compliqué toujours d'avoir tout ça en tête. Et des petites cases à cocher dans le CRM, ça permet de mieux évaluer les opportunités et c'est une vraie assistance pour la personne qui travaille le deal et qui doit faire le closing. Ok. On est arrivé à la fin de la conférence. Voilà, on est à 32 minutes, excusez-moi. Si vous avez des questions, mettez-les je répondrai à toutes les questions qui seront mises dans les commentaires. Vous allez recevoir un lien vers la vidéo que vous pourrez partager avec vos collègues. Voilà, vous pouvez aller voir toutes les autres vidéos. Je vous enverrai aussi un petit sondage pour savoir comment améliorer aussi ces conférences qu'on reprendra à la rentrée. Et si vous avez aimé cette conférence et que vous avez des problèmes de prospection ou de closing, je n'en doute pas, je vous invite à rentrer dans notre cycle de vente pour vivre une expérience commerciale. Alors c'est très simple, il y a le bouton normalement en haut à gauche, tester, et vous verrez quelle expérience commerciale vous pourrez traiter et comment on peut répondre à tous ces enjeux de prospection. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.